Nous devons travailler sur les moyens d'action pour accélérer la mise en œuvre de l'accord sur le climat. Une déclaration faite par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, à son arrivée cet après-midi à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou. Évaluer l'impact du projet nutrition, éducation, hygiène et assainissement exécuté dans le cercle de Bandiagara. C'est l'objectif d'une mission de haut niveau des agences du système des Nations Unies qui séjournent à Mopti. Constat des performances ont été enregistrées. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations. Oui, le président de la République, accompagné de son épouse, a regagné Bamako cet après-midi en provenance de Marrakech au Maroc. Voilà. Le président de la République, il descend les marches de l'appareil cet après-midi, accueilli par le Premier ministre. Voilà, Ibrahim Boubacar Keïta avait pris part au sommet de la COP22 aux côtés de ses pairs d'Afrique et du monde. Il est arrivé cet après-midi en compagnie de son épouse, accueilli par le Premier ministre Modibo Keïta, les membres du gouvernement, les présidents des institutions, le corps diplomatique. Le président de la République, il salue ici les membres du gouvernement. Le président de la République avait pris part aux travaux de la COP22. Justement, dans une déclaration à l'aéroport international Modibo Keïta Sénou, Ibrahim Boubacar Keïta a appelé à travailler sur les moyens d'action pour accélérer la mise en œuvre de l'accord sur le climat. Par ailleurs, le chef de l'État a rassuré qu'il regagne Bamako en pleine forme après son malaise vagal à Marrakech. Je vous propose d'écouter le chef de l'État au micro d'Ibrahim Traoré. Mais pour moi, je vous parle à merveille. J'étais moins bien le lundi, comme vous le savez, en arrivant dans cette très charmante ville, l'Atlas marocain, Marrakech. L'agenda a été un peu celui que vous avez su, tout ce que vous avez suivi ces derniers temps. Il était incontournable et nous continuons de l'assumer, Inch'Allah, tant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en donnera la possibilité, et, Inch'Allah, de le faire. Aujourd'hui, alhamdoulilah, ce malaise m'aura permis de me rendre compte de la sorte d'affection qui nous entoure. Tous les chefs d'État, et jusqu'au secrétaire général Ban Ki-moon, se sont inquiétés, ont tenu à me dire leurs sentiments. Sa Majesté Mohamed VI s'est porté à notre chevet pour, avec son sens exquis de l'humour, nous dérider, et il est revenu. C'est vous dire que vraiment, je reviens avec un sentiment de grand soulagement. Et Allah, dans sa grande bienveillance, a souhaité, a bien voulu que nous en soyons, pour que cette COP22 ne soit pas totalement sans nous. Nous y avions à prononcer le discours de l'Afrique. Mon jeune frère Mamadou Issoufou l'a fait en ma demande à lieu et place, mais j'ai tenu à la place du Mali au sommet de l'action climat, qui était considérée par Sa Majesté en tout cas comme le moment le plus important. Mais, alhamdoulilah, j'ai pu être à ce sommet-là. Et d'abord pour rassurer mes collègues, mais tout cela, le peuple malien tout entier, auquel je ségré également, de sa sollicitude constante, tous ceux, les connus anonymes, qui ont tenu à me dire leurs sentiments encore une fois. C'était une COP utile après celle de Paris, la COP 21. Je crois que quand de grands engagements sont pris, quand l'engagement est signé, quand l'engagement est entré en vigueur, il est bon, il convient que l'on se penche sur les moyens d'action à mettre en œuvre pour le rendre concret. Et je crois que cette affaire climatique aujourd'hui interpelle chacun d'entre nous. Quand on voit aujourd'hui
combien des espaces tels que le bassin du fleuve Tchad se sont rétrécis comme peau de chagrin au fil des ans, de manière absolument catastrophique, avec tous ces effets dévastateurs au plan écologique, au plan humain, au plan de l'habitat humain, au plan de la faune, de la flore, ça fait peur. Et notre bassin du fleuve Niger n'a pas été oublié, qui a été superbement rappelé par le président Hollande, et qui en a profité d'ailleurs pour inviter encore tous nos collègues et amis à nous retrouver à Bamako, il l'a dit, le 14 janvier, à l'invitation du président Keïta et du Mali. Donc, chers amis, chers parents, chers tous, merci encore une fois, et nous voilà repartis. La COP22 a été le lieu pour les organisateurs de lancer des appels. Par exemple, le roi du Maroc a parlé de solidarité mondiale. D'autres ont évoqué le fonds climat. Nyanya Aliou Traoré, Sori Ibrahima Keïta, Tchédje Kamara, Aliou Djibril Touré, compte rendu. Créer une vision commune afin d'unifier les voix, c'est la démarche suggérée par le roi du Maroc dans le combat contre le changement climatique. Mohamed VI appelle à une solidarité mondiale, une préoccupation partagée par le président de la COP22, Saadine Mezouar. On ne peut pas avancer sans solidarité parce que ceux qui souffrent et qui n'y sont pour rien, en vérité, c'est la résultante de quelque chose qui s'est passé depuis 2 ou 3 siècles. Et donc, ces pays-là ont besoin de sentir qu'il y a une solidarité internationale. Et donc, la solidarité de l'ensemble des populations est fondamentale. Chacun peut apporter sa petite contribution. C'est un appel au caractère irréversible, en fait, de l'accord de Paris, mais également un appel à la persévérance au niveau des États. L'accord de Paris a été ratifié par une centaine d'États. Le transfert de technologies et des savoirs parmi les solutions proposées par les intervenants. Les pays du monde doivent aussi assurer une adaptation et une gestion efficace des ressources financières pour inverser les tendances. Notre pays est déjà en phase sur la question avec la mise en place du Fonds climat. Au Mali, nous avons des programmes d'investissement destinés à être mis en œuvre et destinés à réduire l'émission de gaz à effet de serre dans notre pays. Donc nous pourrions bénéficier de cette enveloppe globale internationale qui est disponible, mais nous nous sommes également engagés à travers notre budget national à alimenter un fonds climat qui va être mis en place. Il y a un effort important qui est déjà fait. L'État contribue pratiquement à hauteur d'un peu moins de 50 milliards de francs CFA par an, exactement 46, à travers le budget ordinaire et puis le budget spécial d'investissement, à la lutte contre les effets néfastes de ces changements climatiques. À la COP22, il faut noter que climat rime avec diplomatie. De nombreuses rencontres se tiennent pour gérer l'urgence, c'est-à-dire le sort de notre planète Terre. La diplomatie du climat est nécessaire. Si vous voyez depuis le mouvement de Paris, il y a une mobilisation énorme. D'abord au niveau de l'ensemble des chefs d'État de la planète qui se sont réunis pour fixer ce cap important de réduction d'émissions à 2% et pourquoi pas même à 1,5%. Donc aujourd'hui c'est une mobilisation pas seulement au niveau des diplomates. Je crois que les diplomates sont là pour essayer de mieux emballer le message. Montons maintenant à l'ouverture officielle des travaux de la COP22. 7 allocutions ont sanctionné cet événement sur le climat. Toutes ont épinglé le caractère urgent de la mise en œuvre d'un acte ratifié déjà par un nombre suffisant d'États partis. Kambak ce soir sur les points saillants des interventions inaugurales du rendez-vous marocain. Sori Ibrahima Keïta, Nyanya Aliou Traoré, Tchédje Kamara, Aliou Djibril Touré. Le monumental Babougli de Marrakech, siège de la 22e COP sur le climat, résonne la cause de l'environnement avec environ 20 000 participants, dont 80 chefs d'État et de gouvernement. De quoi rendre fier un roi dont le pays reçoit pour la 2e fois une initiative qu'il a faite sienne depuis qu'il était jeune prince. Pour Mohamed VI, le credo de la COP22 devra être initiatives et actions.
condition sine qua non à ses yeux pour sauver les générations à venir, convaincu qu'il est que le coup de l'attentisme aura des conséquences très graves avec leur lot de foyers de tension inextinguibles. La question du climat m'est familière, puisque je suis dans ce dossier depuis Jeune Prince. Force est de constater que ce sont bien les pays du Sud et les pays insulaires qui sont les plus exposés, sans être des pollueurs importants. Aujourd'hui, il est nécessaire d'unifier les stratégies. Il est temps de donner corps à la solidarité internationale, car le vrai enjeu est d'ordre existentiel. Paris a donné la preuve d'une certaine prise de conscience, mais est-elle contagieuse, généralisée? À Marrakech, le credo de la COP devra s'appeler action et initiative. Elles seules permettront de sauver les générations à venir. Le secrétaire général de l'ONU, qui se sait à sa dernière COP, en tant que plus haut fonctionnaire du monde, invite les États développés à honorer la promesse de la mobilisation des 100 milliards de dollars d'ici à 2020, comme convenu à Paris à la COP 21. Les autres orateurs du jour n'en demandent pas mieux. Pour le président François Hollande, hôte de la 21e COP, le processus du dégel est triplement irréversible, en droit dans les faits et dans les consciences. Et voilà qui libère la petite Mariam de 16 ans, qui voyait ses rêves brisés par les menaces climatiques. Lueur d'espoir qui inspire déjà ce groupe de musique du royaume chérifien pour relayer l'opinion nationale. À Marrakech, le leitmotiv est connu. Personne ne se sauvera sans le climat. À présent, ce message du président de la République à son Altesse le Prince Albert II de Monaco, message dont voici le contenu. La célébration de la fête nationale de votre pays m'offre l'heureuse occasion d'adresser à votre Altesse ainsi qu'au peuple monégasque, au nom du peuple du Mali et à mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations. Je voudrais également saisir cette agréable circonstance pour me réjouir de la qualité des relations d'amitié et de coopération qui existent si heureusement entre nos deux pays et vous renouveler ma disponibilité constante à œuvrer de concert avec vous pour leur raffermissement. Je formule des vœux sincères de bonne santé et de bonheur pour votre Altesse, de progrès et de prospérité croissante pour le peuple monégasque. Je vous prie d'agréer, Altesse, les assurances de ma très haute considération. Du côté de l'hémicycle, le président de l'Assemblée nationale du Mali a donc un message à l'honorable Abdallah Al-Sheikh, président de l'Assemblée consultative du Royaume d'Arabie Saoudite. Voici le contenu donc de ce message. C'est avec une réelle émotion et une très grande indignation que j'ai appris la nouvelle du lancement des missiles balistiques par les rebelles Houthis du Yémen en direction de la Mecque le jeudi 27 octobre 2016. Face à cet acte inqualifiable dirigé vers les lieux saints de l'islam, je voudrais vous exprimer et à travers vous au peuple saoudien ma plus ferme condamnation de cette attaque terroriste odieuse et contraire aux valeurs de paix et de tolérance qu'incarne l'islam, notre religion commune. Aussi, je vous saurai gré de bien vouloir transmettre à Sa Majesté le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, aux membres de votre Parlement, à l'ensemble de vos compatriotes ainsi qu'à la Oumma islamique, toute la solidarité de la représentation nationale du Mali. Je salue particulièrement l'engagement, la bravoure et le professionnalisme des forces saoudiennes qui ont pu intercepter et détruire ce missile sans faire de dégâts. Je vous prie d'agréer, honorable président, l'assurance de ma très haute considération, signé le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Ishaka Sidibé. Bonne moisson pour le Mali au concours d'agrégation du CAMES. Sur les 12 candidats présentés, 10 ont obtenu leur agrégation. Pour honorer les récipiendaires, une réception a été organisée en leur honneur, compte rendu à Lucéni Touré.
Le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur a organisé cette année son traditionnel concours d'agrégation à l'intention des candidats d'Afrique et de Madagascar. Les candidats maliens ont brillé dans la plupart des branches de la science médicale. Sur 12 candidats présentés, nous avons obtenu 10 consécrations, donc soit un score d'environ 83%, un score honorable. Et plus que ça, le Mali a décroché 3 premières places. En chirurgie générale, en informatique médicale et en chirurgie thoracique. Et plus que ça, les 3 premières places de la chirurgie générale ont été décrochées par des Maliens. Et mention spéciale également, le Mali a obtenu au cours de ce concours le premier agrégé en Afrique en informatique médicale. Juste après la cérémonie d'accueil, les récipiendaires ont été reçus par le Premier ministre Modibo Keïta. Celui-ci leur a exprimé sa fierté avant de les encourager à poursuivre dans cette voie, celle de l'amélioration constante de nos ressources humaines. Mon message va aux lauréates et aux lauréats pour leur demander de perpétuer les connaissances, toutes les connaissances acquises, tout en cultivant l'humilité. Bien sûr, aussi un appel aux autorités pour mettre l'accent sur le recrutement des ressources humaines qui vont nous permettre d'atteindre les objectifs. Ce qui est encourageant, nous avons 3 premiers, c'est-à-dire 3 majeurs de promotion, qui est un point d'honneur pour nous. Et le deuxième point d'honneur, nos candidats reviennent avec leur diplôme signé du Cameroun, ce qui n'était pas le cas. Donc nous sommes véritablement heureux. Et l'accueil du Premier ministre, chef de gouvernement, avec les conseils qu'il a prodigués, nous donne encore plus de courage pour faire mieux chaque année. Ce lot de professeurs ainsi formés viendra grossir le nombre d'enseignants officiants à la fois dans nos facultés que dans nos établissements hospitaliers universitaires avec des spécialisations souvent pointues. Les travaux de la 12e réunion du comité de direction du projet COSCAP IMOA ont pris fin hier à Bamako. Les réflexions ont permis aux experts spécialisés dans l'aviation civile de créer en lieu et place du dit projet l'agence communautaire de supervision de la sécurité et de la sûreté de l'aviation civile, compte rendu Fademba Keïta. Après 3 jours d'intenses réflexions et d'échanges sur les points inscrits à l'ordre du jour de cette 12e réunion du comité de direction du projet COSCAP IMOA, les directeurs, inspecteurs et agents de sécurité conviennent sur un certain nombre de résolutions. 2 préoccupations majeures, c'est-à-dire soutenir le projet qui arrive en fin de course et surtout rendre opérationnelle l'agence régionale de supervision de la sécurité de l'aviation civile dans la zone UMOA. Nous sommes très avancés pour que ce projet soit transformé en une agence communautaire de supervision de la sécurité et de la sûreté, agence donc qui va permettre de mutualiser toutes les activités en matière d'audit, en matière d'inspection au niveau de l'aviation civile. Les instruments juridiques mis en place doivent faciliter l'effectivité de l'agence communautaire de supervision de la sécurité et de la sûreté de l'aviation civile d'ici la fin du second trimestre de l'année 2017. Je reste convaincu que les conclusions auxquelles vous avez abouti contribueront à combler les insuffisances et à apporter les solutions idoines pour une aviation civile sûre et plus sécurisée. Précisons que l'idée de création de cette agence en lieu et place du projet COSCAP IMOA vient en réalité de la 17e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique monétaire ouest-africaine tenue le 24 octobre 2013 à Dakar au Sénégal. Le renforcement des statistiques au service de l'intégration régionale, de la transformation structurelle et du développement durable, c'est le thème de la journée africaine de la statistique célébrée en Afrique depuis 1990. L'événement vise à sensibiliser les populations sur le rôle de la statistique dans les aspects de la vie économique et sociale. Je vous propose d'écouter un extrait du message du ministre de l'Aménagement du territoire, de la population, Sambel Bana Diallo, des propos recueillis par Mohamed Oudemamouni. Cette journée représente pour le système statistique national du Mali une opportunité majeure de rappeler à l'opinion publique nationale et internationale nos efforts en matière de production et de diffusion de données fiables. Elle est également une occasion de partager nos attentes
en vue d'atteindre les objectifs de notre stratégie de développement des statistiques, incarnée par le système de schéma directeur de la statistique. Toute vision de développement devant être étayée de chiffres objectivement vérifiables requiert l'utilisation de données statistiques indispensables dans la planification, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation de tous nos programmes de développement. Ce sont des outils d'aide à la décision, aussi bien pour le gouvernement, les collectivités territoriales, la société civile, le secteur privé que pour les partenaires techniques et financiers. L'exercice de la fonction de statisticien revient non seulement aux spécialistes de la statistique, mais aussi à tous ceux qui s'occupent de la collecte, la compilation, le traitement et l'analyse des données chiffrées. Je voudrais les assurer de la volonté du gouvernement de mettre tout en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail. À suivre donc l'intégralité de ce message après ce journal. Le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, en partenariat avec le ministère de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la réforme de l'État, vient d'animer un point de presse. L'objectif de cette rencontre est d'informer l'opinion sur la clé de répartition du fonds d'appui et de soutien offert par le président de la République aux femmes candidates aux élections. Reportage Inaba. Après la remise de 300 millions de francs CFA par le président de la République, place maintenant à la répartition de la somme entre les candidates. Pour cela, le ministère de la Promotion de la Femme, en collaboration avec celui de la décentralisation, a élaboré une clé de répartition qui se présente comme suit. Les candidates de CAI, au nombre de 3 805, 43 769 172 francs CFA. Celle de Koulikoro, au nombre de 5 341, 61 437 883 CFA. Les candidates de Sigasso, au nombre de 5 653, avec 65 26 840 francs CFA. Celle de Ségou, au nombre de 4 320, 49 693 252 francs CFA. Les candidates de Mopti, au nombre de 3 113, ont eu 35 809 049 francs CFA. Pour la région de Tombouctou, elles sont au nombre de 995, 11 445 552 francs CFA. Les 461 candidates de Gao ont reçu 5 302 914 francs CFA. À Kidal, elles sont au nombre de 11 et ont bénéficié de la somme de 126 534 francs CFA. Les candidates de Bamako, au nombre de 2381, ont reçu la somme de 27 388 804 francs CFA. Toutes les candidates dans chaque commune se présenteront au chef-lieu de l'arrondissement ou au plus au chef-lieu du cercle pour recevoir le montant qui leur est dû. Parce que chacune de ces administrations dispose déjà des listes de candidatures, parce que c'est à partir des informations qu'elles ont communiquées que la base au niveau de Bamako a été alimentée. Pour rehausser le taux de participation, le ministre de la Promotion de la Femme invite les femmes à sortir massivement le 20 novembre. Parlons encore élections. Toutes les dispositions pratiques opérationnelles pour le bon déroulement des élections communales du dimanche prochain sont prises. C'est du moins ce qu'a fait savoir le service de l'information et des relations publiques de la MINUSMA au cours d'une conférence animée ce matin. Ces dispositions sont d'ordre technique, opérationnel et financier, entre autres. Compte rendu, Modibo Mariko. Pour les élections communales de dimanche prochain, l'accompagnement de la MINUSMA pour le Mali, selon son directeur de la division des affaires électorales, est multiforme. Sur le plan opérationnel, par exemple, la mission a mis en place une flotte spéciale d'avions et d'hélicoptères pour le transport du matériel électoral, les personnels techniques de Bamako vers les régions du centre et du nord. À cela s'ajoute la mise à la disposition des préfets et sous-préfets de 363 agents techniques et le renforcement des capacités de 440 femmes candidates, entre autres. Il faut créer les conditions pour assurer le bon déroulement des élections. Donc la MINUSMA va agir dans le cadre de ce mandat et
protéger la population civile s'il y a des difficultés ou s'il y a des exactions. Dans ce cadre, la MINUSMA a pris un certain nombre de dispositions. Des forces d'intervention rapides seront positionnées dans des postes stratégiques si cela est nécessaire. Là où le gouvernement ne se trouverait pas, la MINUSMA mettra en place une stratégie pour pouvoir y être. Donc s'il y a des menaces sur le personnel de la MINUSMA pendant cette période et sur le dispositif des élections, la MINUSMA pourrait intervenir dans la mesure de cette difficulté. L'enjeu, selon le directeur Kassou Assokpe, c'est la sécurisation des opérations sur toute l'étendue du territoire national. Justement, par rapport à cette sécurisation, la collaboration entre les forces de la MINUSMA et les FAMA a permis la mise en place des dispositifs sociaux conjoints. Et ne comptez pas sur la MINUSMA pour vous parler de cela. Du moins pas avant le 20 novembre prochain, stratégie militaire oblige. Oui, l'élection communale du 20 novembre 2016 est déjà à nos portes. Le gouverneur de la région des Cailles s'est rendu à Bafoulabé pour s'enquérir des préparatifs du scrutin. Baba Aman Maïga s'est entretenu avec les partis politiques et les notables du cercle et ils ont parlé de mobilisation pour tous pour un bon taux de participation. On fait le point avec Jafar Aïdara. L'objectif de cette mission du chef de l'exécutif régional était de s'enquérir des préparatifs des élections communales du 20 novembre 2016 dans le cercle de Bafoulabé. Baba Man Maïga s'est entretenu avec les partis politiques et les notables du cercle. Au menu des échanges, l'accent a été mis sur la sensibilisation, la mobilisation de la population afin que les élections soient crédibles et apaisées et appeler les uns et les autres à plus de vigilance car la seule carte Nina permet à la personne de voter et choisir son candidat. Ensuite, le gouverneur de la région et sa délégation ont eu une séance de travail avec les agents électoraux en formation et la commission de révision des listes électorales qui sont à pied d'œuvre. Partout où nous sommes passés, nous avons constaté un engouement certain pour des gens qui sont en train de bien faire leur travail. Notre but, c'est de les sensibiliser. C'est de les sensibiliser à sortir massivement le 20 novembre 2016 afin que ces élections soient des élections compétitives, plurielles, avec un taux de participation très élevé. Nous avons entretenu aussi d'un fait. Seul avec la carte Nina, on peut voter. Nous avons expliqué aussi l'importance de l'agent électoral et que, à la fermeture des bureaux de vote, pour qu'on ait des conseils municipaux et des maires élus en toute transparence, le gouverneur des Cailles rentre très rassuré du constat qu'il vient de faire, car Bafoulabé est fin prêt pour les élections du 20 novembre 2016. Et puis, dans le cadre de la bonne tenue des élections communales du 20 novembre 2016, dans un Mali paisible et stabilisé, le gouvernement du Mali, à travers le ministère des Affaires religieuses et du culte, demande à toutes les confessions religieuses de faire des séries de prières et de bénédictions les vendredis et dimanches dans les mosquées et églises sur toute l'étendue du territoire national. Ces prières et bénédictions devront contribuer à renforcer l'unité et la cohésion nationale, gage de tout développement. Sécurité alimentaire, quand l'Église s'implique en 4e région, le cercle de sang abrite depuis mardi la 3e édition du forum diocésain de sang, Sikasso et de Mopti. Les échanges portent sur l'agriculture et la sécurité alimentaire. On fait le point avec Kandesila. Le forum de sang regroupe les diocèses de sang, Sikasso, Mopti et d'autres ONG partenaires comme le Tonis et Adap Galé. Durant 4 jours, les échanges de cette 3e édition du forum portent sur la promotion de l'agriculture et de la sécurité alimentaire de façon durable. La mission de Misérior est d'être aux côtés des plus faibles de la société, les pauvres, les malades, les affamés, tous ceux qui sont touchés dans leur dignité humaine. Les techniques d'animation participative, les travaux de groupe, les visites de terrain permettront de partager les expériences en matière d'agriculture durable et de sécurité alimentaire. Sang a une grande expérience en matière de grenier de prévoyance. C'est une approche aussi qu'il faut partager avec les autres. Et c'est pourquoi nous avons fait venir les autres. D'ailleurs, quand à Kati, on a parlé de ce thème, les autres, tout de suite, vraiment, ont sauté sur l'occasion. En ouvrant les travaux de la rencontre, le préfet de Sang, Kantara Diawara, a salué cette initiative qui vient consolider une attente majeure des autorités, à savoir la promotion du secteur agricole, gage de notre souveraineté alimentaire.
Dans le même registre, les agences du système des Nations Unies luttent contre la malnutrition dans la région de Mopti et singulièrement dans le cercle de Bandiagara. Ils ont lancé un programme conjoint depuis juin 2015 dans le village de Korimaoundé. Le programme s'intitule « Renforcer la nutrition, l'éducation, l'eau, l'hygiène et l'assainissement ». La mission s'est rendue dans le village pour constater l'impact du projet sur les populations bénéficiaires. Mohamed Diara, Djakaridja Namatraori. Korimaoundé est un village de la commune rurale de Pinyaribana dans le cercle de Badangara situé au flanc de la colline avec ses 7117 habitants. Dans ce village, le taux de malnutrition était très élevé. Mais depuis une année et demie maintenant, on constate un véritable changement de comportement et de développement grâce à ces programmes conjoints FAO, PAM et UNICEF. Ils visent le renforcement de la nutrition, l'éducation, l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Les initiateurs de cette approche novatrice se sont rendus ce mercredi dans ce village pour voir l'impact du programme sur la prévention et la malnutrition chronique. On a parlé de malnutrition chronique, on a parlé de malnutrition modérée, mais on a vu qu'à travers une sensibilisation énorme, on peut arriver à de bons résultats. Est-ce que la Bandiagara vient de nous démontrer aujourd'hui? La mise en œuvre de ce programme aura permis d'améliorer le cadre de vie et d'apprentissage des enfants, toutes choses qui impactent positivement sur leur environnement. Ici, l'approche ATPC est bien comprise par la population. Les kits de lavage de mains, les latrines, la cantine scolaire, le jardin, bref, les mesures d'hygiène sont respectées. Si on ne fait pas face à ce fléau de la malnutrition, on a des enfants qui vont perdre de 10 à 15 points de quotient intellectuel et qui vont perdre la capacité physique d'être des bons producteurs, des bons fermiers, des bons ouvriers. C'est le centre de tout pour moi, la nutrition au Mali. C'est une grande leçon pour les services et les structures du gouvernement malien. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour aborder une question aussi multisectorielle que la question de la nutrition? Parce que ce n'est pas une question d'agriculture seulement, ce n'est pas une question de santé seulement, ce n'est pas une question d'éducation seulement, c'est l'ensemble de ces questions-là qui sont traitées ensemble. En définitive, le programme aura permis de réduire le taux de mortalité dans le village. À travers la distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides chez les femmes enceintes et les enfants de 0 à 11 mois, on a enregistré 0 cas de décès maternels dits au paludisme, 0 cas de décès chez les enfants de 0 à 5 ans dans mon centre de santé de Korimaoundé. Le partenariat UNICEF, agence du système des Nations Unies, couvre 8 communes du cercle de Badangara. Il vise essentiellement à mettre en place un paquet d'interventions dans sa commune avec à la clé la lutte contre la malnutrition dans la région de Mopti. Assainissement et santé, près de 160 millions de francs CFA, c'est le coût du projet de creusement et de curage de caniveaux pour l'amélioration des conditions de vie et de santé des habitants de Gao. Ce projet qui sera mis en œuvre par l'ONG, Association des Amis du Développement Intégré au Sahel, est financé par la MINUSMA à travers son fonds fiduciaire. Boubacar Babletouré, reportage. La ville de Gao, pendant la période hivernale, est confrontée à d'énormes difficultés liées au drainage des eaux usées, entraînant du coup des inondations. C'est pour résoudre ce problème que l'ONG Association des Amis du Développement Intégré au Sahel, à Addis, a lancé ce projet de creusement et de curage de caniveaux pour améliorer les conditions de vie et de santé des habitants de Gao. Ce projet est un cadre de création d'emplois à l'endroit du secteur privé dans le domaine de l'assainissement, autrement dit les GIE, à l'endroit de cette jeunesse, à l'endroit de ces femmes. Ce projet va permettre le creusement d'1,2 km de collecteurs, la réhabilitation, l'entretien et la gestion des infrastructures et ouvrages d'assainissement, la mise en place des structures d'organisation et de gestion. Toutes ces activités sont entièrement financées par l'ambassade du Danemark à travers le fonds fiduciaire de la MINUSMA à hauteur de plus de 159 millions de francs CFA. Le dit projet a pour objectif de contribuer à la stabilisation et à la réconciliation nationale à travers l'amélioration des conditions de vie, de bien-être et de santé des habitants de Gao. La construction du collecteur, le curage des caniveaux existants et l'évacuation des déchets solides entassés mobiliseront plus de 578 ouvriers. Les équipes de collecteurs et transporteurs de déchets solides feront le gros des emplois durables, dont 486 dans le sous-secteur de la collecte.
Une visite guidée des autorités sur l'itinéraire du collecteur a mis fin à cette cérémonie de lancement dans la cité Rezaskia. Activité similaire, la ville de Bamako est en quête de son image d'antan à travers l'assainissement. Une entreprise de la place veut jouer toute sa partition en procédant au curage du collecteur de Diafaranako en commune 3 du district de Bamako. Les travaux de curage viennent d'être lancés, compte rendu à Gali Agagissa. Comment Bamako, la capitale, peut-elle redevenir une ville propre? C'est actuellement l'un des rêves des plus hautes autorités du Mali. C'est pourquoi toutes les initiatives allant dans ce sens sont les bienvenues, comme celle d'une entreprise de la place qui a décidé de contribuer à l'assainissement de Bamako. L'entrepreneur a mobilisé une partie de son personnel et la logistique pour faire le curage du collecteur Diafaranako en commune 3 du district de Bamako. Depuis 2 mois, 3 mois environ, tous les week-ends, on voit Madame le ministre en train de s'activer quelque part pour essayer d'évacuer les dépôts anarchiques, faire des curages. Et ces actions rentrent dans le cadre d'une action citoyenne. C'est un endroit qui est sale. Et tout le monde a à l'esprit que le Mali abrite dans 2 mois un grand événement, à savoir le sommet Afrique-France. Nous avons initié cette activité parce que nous avons trouvé que c'est très important. Parce que vous le savez que l'environnement est très important. Lorsque on est dans un bon environnement, nous sommes dans la bonne santé. Mais si on n'a pas un bon environnement, c'est qu'il n'y a pas de la santé. Selon le représentant de l'entreprise, les travaux dureront 3 jours et pourront s'étendre à d'autres endroits de la capitale. La réunion des partenaires des studios Tamani s'annonce pour très bientôt. En prélude à cette rencontre, l'ambassadeur de Grande-Bretagne au Mali a effectué une visite au niveau des installations de cette structure. Alice Walpole, qui voulait s'enquérir des conditions de fonctionnement de cet organe de promotion de la paix, a bien voulu s'exprimer après sa visite au micro de Traoré. Je suis très intéressée par la communication, surtout dans un pays aussi grand que Mali. Je voulais me renseigner un peu sur le travail de Studio Tamani, qui est bien sûr très bien connu dans le pays. Leur travail m'intéresse beaucoup, leur capacité de faire un dialogue entre les gens ici, parce que bien sûr le dialogue c'est la base de la paix. On a fourni des fonds à la Fondation Hirondelle tout au début du projet, donc on a eu l'honneur de les soutenir dès le début et je suis très contente de voir comment ça a été très bien dépensé notre argent. C'est qu'ils ont fait une évaluation très importante de l'efficacité de Studio Tamani et comme donateur, ça nous intéresse beaucoup. Mais tout à fait, à part ça, on est intéressé parce que ce qui est très clair, ils sont très réussis. Migration, faut-il partir ou rester? La question était au menu d'un débat public organisé par la rédaction francophone de Deutsche Welle. La table ronde vise à sensibiliser les candidats à l'immigration et surtout attirer l'attention des États sur les projets d'emploi pour permettre aux jeunes d'avoir des perspectives dans leur pays. Compte rendu à Matina. Le problème de la migration est un fléau bien connu au Mali et dans beaucoup d'autres pays. Les candidats sont en grande majorité les jeunes qui décident de partir faute d'emploi, des perspectives. Cela peu importe les conséquences, faut-il rester ou partir? La question était au centre de ces débats publics organisés par la rédaction francophone de la Deutsche Welle, la radio-télévision internationale de l'Allemagne. Partout rester, je pense que c'est un choix, mais aujourd'hui partir pour nous les Africains est un peu forcé parce que vu le problème d'emploi, c'est ça qui pousse des jeunes Africains d'aller. Alors rester, c'est un droit, rester. S'il y a un travail à faire, il faut rester. Il faut développer le pays parce que si tout le monde part, le pays ne sera pas développé. Il faut d'abord réfléchir. Si on dit que le choix d'aller est une liberté, ça fait partie de nos droits fondamentaux. Mais je dis, si ce choix doit également nous conduire à l'impasse, il faudra réfléchir et explorer les opportunités que nous avons dans notre pays. On sensibilise les éditeurs, qu'on donne peut-être des nouvelles idées de réflexion à ces jeunes qui veulent partir, qu'on donne surtout aussi des idées de réflexion aux représentants de l'État, afin de créer des programmes qui permettent aux jeunes de éventuellement mieux rester dans leur propre pays. Le débat a répondu à mes attentes dans le sens que je m'attendais à un débat très controversé et c'est ce qu'on a vécu ici. Au terme de cette table ronde, partir ou rester, le dilemme reste entier.
L'écrivain Chirfi Moulay Haïdara vient de lancer un livre intitulé « Les manuscrits anciens du Mali, ce qu'il faut savoir des préceptes de paix et de cohésion sociale » sur la base des réflexions contenues dans les textes anciens. Cette publication met l'accent sur les vertus d'humilité et de piété qui ont résisté au temps et à l'espace. L'auteur présente également aux lecteurs les idées des différents sujets brûlants de l'ère. Écoutons Chirfi Moulay Haïdara, l'auteur du livre, au micro de Mohamed Ould Mamouni. J'ai écrit ce livre par un devoir de mémoire. J'ai écrit beaucoup de livres, mais ce dernier livre a eu un écho plus sonore. Il parle de ce qu'on peut retirer d'un trésor que beaucoup ignorent, c'est-à-dire les manuscrits anciens du Mali. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Il y a dans ces manuscrits des enseignements précieux pour apporter des réponses concrètes, des réponses pratiques à toutes les problématiques que nous vivons actuellement, dont celle de recouvrer la paix et la réconciliation des cœurs et des esprits. Donc je me suis référé, les mémoires, à des préceptes qui ont résisté au temps et à l'espace et qui constituent des sources réelles d'inspiration pour les générations montantes que vous êtes. J'ai recommandé, parmi tant de recommandations, il y a certains manuscrits qu'il faut enseigner. Il faut enseigner dans nos grandes écoles. Les écrits d'Ahmed Baba, c'est plein d'enseignements. Dans le cadre de l'organisation de l'élection législative partielle dans la circonscription électorale de Tominia, le président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État invite les candidats dont les noms suivent à se présenter au siège de l'organe le vendredi 18 novembre 2016 pour l'enregistrement de leur message de campagne. Il s'agit de Mariam Diassana de l'UDD à partir de 9h et 9h30 Pakone Patrice Dambélé. Et puis, vous pourrez suivre après ce journal les messages de campagne du candidat du parti Myria, M. Honoré Efien Alain Koné. C'est la fin de ce journal. Au nom de l'ensemble de la rédaction, merci de nous avoir suivis. Autre rendez-vous avec l'actualité demain 10h-13h, une présentation de Mohamed Ould Mamouni et les éditions du soir vous seront présentées par Amara Malé Diallo. Au revoir, Allah bénisse le Mali.